Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie professionnelle qui commence pour moi puisque je deviens professeur. Je vais enseigner des cours à une quarantaine d'élèves à l'INSEC MSI. Suivez-moi pour cette nouvelle aventure. Ah bah dis donc, je suis tout de suite dans l'ambiance dès que j'arrive. Il y a un tableau avec enseignant Monsieur Gisclon, mais ça a crevé de rire. Social commerce, donc mon premier cours est à 8h30. Bonjour. Bonjour, Mon nom, bienvenue. j'étais en train de découvrir là mon nom et tout. Et toutes mes félicitations, déjà tu es à l'heure. Très bien. Bah oui, quand même. J'étais en retard en tant qu'élève, mais en tant que prof, il faut quand même être à l'heure. Hein. J'étais en train de découvrir qu'il y avait mon nom de prof et tout sur les tableaux. C'est quand même hyper lunaire. Voilà. Ça te fait quoi de passer de l'autre côté du bureau? Ah bah tant que c'est pas sous le bureau et que c'est de l'autre côté, c'est très bien. Voilà. J'ai pas l'habitude quoi. Donc là t'es là de toute façon pour les inspirer, tu vois. Ouais, je sais, mais j'ai pas du tout l'habitude. C'est hyper angoissant, quoi. 40 élèves devant moi. Autant ça me gêne pas de faire des one-man shows devant 2000 personnes, mais d'avoir moins de personnes comme ça qui te fixent droit dans les yeux, c'est beaucoup plus stressant. Investi de plus de responsabilités peut-être. Ah bah oui, et puis je me sens très grande dame, très araignée d'eau avec ma valise. Ah, donc là c'est la DAC. Ah oui. Ah, c'est pas une petite salle de cours. Il y a combien d'élèves là aujourd'hui? Une petite quarantaine. Donc bienvenue dans ton entre pour 4 heures. Non mais là c'est ma salle. Oh my god! Je suis hyper content que cette école ait fait appel à moi pour partager ma vision, mon expérience du marketing digital, du social media, tout ça. J'espère que ça va bien se passer, que ça va être bien accueilli. Le milieu scolaire est pas forcément en plus pour moi quelque chose qui me rappelle des bons souvenirs parce que c'est vrai que j'avais pas mal d'appréhension quand j'étais petit d'aller à l'école. Alors là, on n'est pas au collège ou au lycée, hein, c'est une école d'études supérieures. Mais c'est vrai que par rapport au harcèlement que j'ai subi, on va dire que l'univers scolaire était un petit peu ma hantise. Je redoutais tout ce qui est cantine, tout ce qui est cours de récréation, même salle de cours. Donc ça me fait quand même bizarre. Et finalement, je me dis que c'est une belle revanche parce que aujourd'hui, je ne vais plus subir l'enseignement. Je vais enseigner. Nous sommes très heureux à l'INSEC MSI d'accueillir Jérém Star en tant que professeur sur un cours de marketing digital et réseaux sociaux. En fait, les choses sont venues comme une évidence. Alors lui, évidemment, je pense que tout de suite, c'était pas du tout quelque chose qu'il avait anticipé, prévu un jour, quel qu'il soit. Donc il a été un peu surpris. Et puis en fait, c'est moi qui ai été surprise après par la rapidité de sa décision, où il s'est dit, allez, challenge. Quand j'ai su qu'il venait donner des cours, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire dans une école de commerce avec un influenceur? Au début, j'avais beaucoup d'a priori sur ce que Jérém Star pouvait nous apprendre. Je hurle. Et oui, ça peut paraître fou, Jérém Star, professeur. Ça a surpris plus d'un, ça, on s'en doute. Et puis, c'est ce qui donne un petit peu de piment à notre école. Mais en réalité, c'est un choix totalement rationnel. Une évidence est apparue, d'abord parce qu'il a fait des études en communication, et puis toute son expérience, tout son vécu, y compris le vécu qui peut paraître un petit peu foufou, un peu fantaisiste et complètement hors des sentiers de l'école, de la scolarité, de la pédagogie, eh bien en réalité, il a monté sa boîte, il sait exactement ce qu'il fait, il a un contenu qui est travaillé, il connaît parfaitement les outils. Quand il vous parle de réseaux sociaux, vous êtes comme dans un cours, et c'est vraiment ce qui m'a frappée. J'étais un peu sceptique, je pense un petit peu comme tout le monde, mais en fait rapidement je me suis rendu compte que ça allait plus être une chance parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été un peu précurseur de tout le domaine de l'influence, etc., qui a su vraiment se faire une place en premier. Moi je trouve ce genre de cours super chouette avec un intervenant comme Jérém Star parce que c'est vraiment ce qu'on attend des écoles de commerce, le fait d'innover dans l'éducation. Je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Je vais me servir de cet écran pour illustrer avec des supports mon cours. J'ai tout préparé en amont, franchement. Ça m'a pris un temps. Écrire des cours, préparer ses cours, ça se fait pas en 2 secondes. Hein. Et je reste debout comme ça. J'ai pas de bureau en mode pour taper sur ma table et punir les élèves. Les intervenants, tu vois, ne restent pas à leur bureau, ils sont en contact. C'est vrai, on est debout. Les cours, c'est devenu des conférences, c'est vivant. Oh, mon Dieu, j'entends des bruits, il y a des élèves qui arrivent, non? Oh, le stress.
Oh là là, j'espère que personne va se foutre de ma gueule. Bonjour mademoiselle, venez, installez-vous vite. Je voulais juste vous dire que nous avions fait un choix qui est un choix pour nous extrêmement légitime sur l'approche de secours. Ça nous a sauté aux yeux que en fait son job, il est en plein dans un de nos programmes, c'est-à-dire le vôtre. Et là, le marketing dans la peau. Derrière chaque histoire drôle, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on met derrière une marque? Comment on en parle? Comment on la raconte? Jérémy, il va vous apprendre tout ça. Toutes les choses que j'ai pu faire sont soit aimées, soit détestées, mais en tout cas, j'ai toujours incarné ce que je faisais. Et c'est vrai que je pense dans ces métiers de la communication, il faut oser. Il faut parfois même bousculer, déranger, en tout cas être couillu. Et de toute façon, je prendrai plein d'exemples tout au long de ce cours pour vous montrer des trucs hallucinants que j'ai pu monter avec des marques. Il y a encore ça, 5 ans, les influenceurs, ça n'existe. Enfin, peut-être pas 5 ans, mais 8 ans, les influenceurs, ça n'existait pas du tout. Aujourd'hui, tous les 3 matins, quelqu'un devient connu sur TikTok grâce aux algorithmes. Les placements de produits ont envahi notre quotidien. C'est vrai, donc comment se démarquer, se différencier au milieu de tout ça en tant que créateur de contenu, mais aussi en tant qu'agence, en tant que marque. Comment essayer de sortir de tout ce gros tas. Eh bien, écoutez, bon cours. Et puis, très vite alors. Bah oui, merci. Allez, bonne journée à tous. Bon. Merci à tous en tout cas d'être là. C'est très étrange d'être ici aujourd'hui en cours parce que pour être très honnête, quand j'étais gosse, je jouais à l'école dans ma chambre avec mes peluches que je retenais en otage pendant des heures. Donc c'est votre tour aujourd'hui. Je vous martyriserai pas autant que mes peluches que je déchiquetais avec les dents. Je voudrais juste commencer par une question qui me fait souvent en général rire quand je demande aux gens quel est mon métier. On me répond souvent des choses très drôles. Donc si je vous demande quel est mon métier, vous répondriez quoi? Ah, voilà. Ouais, le mot est lâché. Influenceur. Ce mot est très connoté aujourd'hui, on le sait. Quelle est la définition d'un influenceur? Quelle est votre définition quand on vous dit influenceur? Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? C'est quoi la définition d'un influenceur? Influencer? Dubaï? Voilà, on approche là de ce que j'entends habituellement. Réseaux sociaux? Télé-réalité. Bon, je m'attendais à arnaque. Je m'attendais à arnaque ou arnaqueur. C'est ultra connoté. Influenceur aujourd'hui, malheureusement, c'est plus vraiment le fait d'influencer. Avec tout ce qui s'est passé, notamment à cause de la télé-réalité et tout ce qui s'est passé avec le dropshipping, avec les formations CPF. Vous avez entendu parler, j'imagine. Tous ces influenceurs qui finalement ont fait de la pub pour des choses scandaleuses. Les gens ont malheureusement la définition d'influenceur comme quelqu'un qui va arnaquer, c'est vrai, sa communauté ou qui est un imposteur qui se fait un max de fric et qui part vivre à Dubaï. Quand on me demande mon métier, c'est vrai que les gens me sortent tout le temps influenceur et c'est quand même quelque chose qui me dérange. Ça me dérange pas d'influencer, mais ça me fait vraiment chier d'être considéré comme un influenceur. Vraiment, mon métier, c'est chef d'entreprise. J'ai créé une société de production audiovisuelle. Jérém Star est mon nom de scène, c'est le nom de ma société et c'est aussi le nom de la marque que j'ai déposée pour pouvoir notamment vendre des produits dérivés, des choses et exploiter ce personnage, cette marque à travers l'entreprise. Je repense à chaque fois tous mes contenus pour que ça soit bien calibré par rapport à chaque plateforme. Je vends également aussi ces contenus. J'ai été voir Snapchat un beau matin et je leur ai dit comment faire pour être dans ce Discover? Parce qu'en tant que Jérém Star, mon contenu était trop étiqueté, télé-réalité, tout ça au départ, on ne me voulait pas. Donc je leur ai dit, vous avez besoin de quoi? Quelle est la case qui vous manque? Donc on m'a dit, on aimerait bien un concept sur la maternité. On n'en a pas, donc j'ai finalement créé un concept à la demande du client. On m'a demandé quelque chose pour occuper une case qui était vide, donc j'ai lancé un concept qui de base en plus m'intéresse pas forcément. Mais comme ma société est une boîte de production audiovisuelle, je me suis aussi adapté à la demande. Quels vont être les objectifs et le programme du coup de ces heures qu'on va passer ensemble? Donc, premier objectif, ça va être donc de vous donner une vision un peu empirique de l'évolution du marketing digital, du social media, du commerce digital, de l'entrepreneuriat. Je vous donne des conseils et mon expérience pour réussir donc une campagne de marketing et d'influence digitale. Il y aura également un objectif pour que vous puissiez peut-être améliorer ou développer une culture un peu plus poussée sur tout ce qui est relatif aux dérives des réseaux sociaux et notamment à la nouvelle législation de la DGCCRF. Et puis enfin, pour vos soutenances finales, j'ai préparé et élaboré des cas pratiques, des exemples d'OP finalement, ou en tout cas
d'axes de communication à développer autour de cas bien précis. Moi, c'est vrai qu'au départ, je rêvais, je ne sais pas pourquoi, mais d'être une star. C'était mon but. Je voulais être connu à tout prix sans trop savoir pourquoi. Je pense que c'est aussi, d'un point de vue plus personnel, pour pallier peut-être un manque affectif. Et je ne vous dis pas ça pour rien parce que je crois que dans cette école, on a souvent parlé de tout ce qui est soft skills, tout ce qui est donc compétences émotionnelles, intelligence émotionnelle, tout ce qui est aussi les émotions. Et moi, j'ai justement développé beaucoup de compétences par rapport à des revanches du passé que j'ai voulu prendre. J'avais envie aussi de me venger de ce que j'avais pu subir à l'école, le rejet, le harcèlement scolaire. Au départ, j'avais vraiment aucun plan de carrière. On peut n'avoir aucune compétence au départ dans ce milieu-là et ne rien y connaître. Et finalement, se retrouver sur le tas à apprendre. Il y a plein de gens qui sont en agence de com, qui sont dans le digital ou qui se retrouvent à travailler dans la communication de manière générale, qui, même au départ, ne savaient même pas communiquer, n'étaient pas à l'aise en public et ont développé des vraies compétences sur le terrain avec leur intelligence émotionnelle. Il y a eu un monde que j'ai connu sans Internet et sans réseaux sociaux. Donc c'est vrai que moi, au départ, j'ai utilisé Internet sans les réseaux sociaux pour m'en servir un petit peu comme une vitrine. Parce qu'à cette époque-là, donc personne ne voulait de moi. Hein, j'étais un peu un cassos digne de Tellement Vrai ou de Confession Intime. Non, mais c'est vrai, personne ne voulait de moi à la télé. J'étais vraiment le gros bolos. Donc je me suis dit, bon, puisque personne veut m'accueillir, je vais moi-même me créer quelque chose et utiliser la vitrine d'Internet pour me faire connaître. Aujourd'hui, c'est hyper simple. Franchement, de se faire connaître sur Internet, c'est super facile. À l'époque, c'était très compliqué. Aujourd'hui, n'importe qui va avoir, je vous dis n'importe quoi, un souci pour payer son loyer, va faire une vidéo sur TikTok en pleurant. L'algorithme va déclencher les millions de vues. La personne, bam, elle va avoir 100 000 abonnés d'un coup. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que tous les 3 matins, on a des comptes. Vous êtes sans doute déjà tombé sur des comptes sur les réseaux sociaux avec des gens qui ont des millions d'abonnés et vous savez pas du tout qui c'est. J'ai tout de suite compris qu'avec Internet, il y avait quelque chose à faire et que c'était vraiment un média à part entière et qui allait pouvoir me servir à générer de l'argent. Finalement, je me rends compte que j'étais un peu précurseur d'OnlyFans et de Mime. Pas dans la manière dont vous le pensez, mais je monétisais en fait de la proximité avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, Mime et OnlyFans, pourquoi ça cartonne? Parce que les gens ont l'impression de parler à la personne qui leur plaît sexuellement ou physiquement, ou à leur star à qui ils ont envie d'être proches. Donc ils vont payer un abonnement sur ces plateformes OnlyFans et Mime pour avoir l'impression de discuter avec la personne et pour avoir du contenu un peu privé. Moi, à l'époque, je vendais 20 balles l'accès à mon MSN privé. Et j'avais même acheté un téléphone portable avec une ligne spécifique où je vendais au mois pour pouvoir parler avec moi par SMS, parce que je commençais à avoir des gens qui me suivaient. Je monétisais ça et franchement, j'avais quoi? J'avais 16 ans. Hein. Des gens en plus payaient vraiment. J'avais peut-être, 200 personnes qui avaient un abonnement à 20 balles mensuel et ça me rapportait de l'argent. J'étais chez mes parents. Je gagnais ma vie en promenant le chien du voisin. J'ai continué à exploiter ce personnage en parallèle de mes études en me disant que peut-être qu'un jour, il me rapporterait quelque chose et que tout ce que j'étais en train de construire et toute l'audience que j'étais en train de développer allait peut-être un jour pouvoir me servir. C'est vrai que mes parents n'y ont jamais cru et sont d'ailleurs les premiers aujourd'hui, en voyant le chiffre d'affaires que je génère, à me dire « Oh bon, tu t'es pas trop mal démerdé, effectivement. » Mais ça leur fait un peu mal au cul, quoi. L'action peut-être qui m'a vraiment lancé, on va dire, dans un peu plus grand public, ça a été de concevoir mon premier buzz. Ça a été de sonner chez Paris Hilton et de ne pas lui laisser le choix que d'ouvrir sa porte. Ça a été un vrai buzz parce qu'en fait, j'avais pris le soin en amont de prévenir des paparazzis. Tout était très stratégique, c'est-à-dire qu'au moment où je vais chez Paris Hilton, je sais que le monde entier va voir ces images. Ça va me permettre d'avoir quelque chose pour pouvoir venir en parler. Tout était stratégique, donc la personnalité du moment, prévenir les paparazzis évidemment pour que ça soit relayé et surtout le choix de faire ça la veille qu'elle parte en prison. À ce moment-là, elle allait être incarcérée pour conduite en état d'ébriété. Tout le monde était sur elle. Il y avait des hélicoptères qui survolaient sa baraque pour suivre le départ en prison. Donc c'était hyper stratégique parce qu'en faisant ça la veille, déjà elle était obligée d'ouvrir pour la bonne image. Voilà, et en plus de ça, on parlait d'elle H24. Associer sa notoriété à celle de quelqu'un plus connu que vous, ça va vous permettre après d'acquérir finalement un autre public. Et d'ailleurs, c'est le cas pour les marques. Une marque qui n'est pas connue va associer sa notoriété, c'est vrai, à un influenceur plus connu qu'elle, ce qui va permettre de récupérer un public. Après le coup de Paris Hilton, je me suis dit, qu'est-ce qui passionne les gens aujourd'hui? N'importe qui, dans ce pays ou dans ce monde, c'est quoi les centres d'intérêt de l'être humain en général? Qu'est-ce qui réunit tout le monde? Oui, l'argent, les commérages,
Tout le monde fait des commérages sur tout le monde. Donc je me suis dit effectivement le commérage, il y a un vrai créneau à prendre. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit la télé-réalité, il va falloir. Le voyeurisme finalement. J'ai créé donc un premier site internet, la conciergerie. Et donc c'était en fait voilà, le journal de bord de la télé-réalité. Donc salaire, trucage, production qui couche avec les candidats, tromperie, prostitution, drogue. Enfin vraiment le pire du pire, hein, mais ce qui finalement intéresse tout le monde. Le but de tout ça donc avec ce blog a été donc d'accumuler un maximum d'abonnés pour avoir une base solide pour la suite de ma vie, de ma carrière. C'est un peu comme un fichier clientèle pour une marque, quoi. Je récupère tout ce que je peux récupérer. C'était vraiment une technique très agressive, hein. Je créais de multiples comptes Facebook, voilà, pour faire ma propre promotion, hein, pas le choix. Donc je créais plein de comptes Facebook, je mettais les liens de mes sites partout. Je faisais même du chantage au scoop. Je disais donc je vous balance les raisons de la rupture entre Brenda et Michael au bout de 15 000 abonnés sur cette page. Donc évidemment, tout le monde s'abonnait, tout le monde voulait savoir. Et donc c'est comme ça que j'ai fait vachement monter ma communauté avec finalement une vraie stratégie, hein. J'étais vraiment le seul à occuper cette case. J'ai un peu ringardisé la presse people. La presse papier parce qu'en fait, elle devenait périmée et ringarde. C'est-à-dire que moi, je sortais des scoops directement, c'était accessible dans la minute suivante après que quelque chose vienne de se produire, alors que la presse, il fallait attendre la parution hebdomadaire. Les interviews baignoires, qui est finalement peut-être le premier concept marketing de ma carrière, c'était surtout de trouver un concept qui soit directement relié à moi pour qu'on puisse immédiatement m'y associer. C'est-à-dire que quand on voit une interview dans une baignoire, mon but, c'était qu'on se dise « c'est Jérém Star ». Pas qu'on se dise « mais quel est ce média? D'où vient cette interview ?» La baignoire, le but également, c'était quoi? C'était de taper dans l'œil et de créer des réactions du téléspectateur. Évidemment, que mettre un beau gosse musclé dans du bain moussant ou une candidate de télé-réalité qui va faire sa poitrine avec des énormes obus, on va pas se cacher les choses, ça interpelle. Immédiatement, le visuel, il parle même avant que la personne parle. Un choix de ton très particulier, un ton très provoquant, très corrosif. À l'époque, je me permettais tout dans ces baignoires et je pense que même si ça faisait des polémiques et des scandales, de toute façon, c'était mon fonds de commerce. Il fallait absolument que je déclenche de la réaction. Le but, comme je le disais aussi, fidéliser du public, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un public qui ne vient que sur mon blog consacré à la télé-réalité, le but était aussi de faire en sorte que les gens s'attachent à ma personnalité. Au tout début de mes interviews baignoires, donc les célébrités ou les candidats de télé-réalité qui, par exemple, vivaient mal quelque chose dans un programme, ne pouvaient pas s'exprimer. Leurs réseaux sociaux n'étaient pas assez puissants, ils n'en avaient d'ailleurs même pas. Donc en fait, j'étais l'endroit principal où on venait taper sur la production, régler ses comptes, clasher. Donc mon but était aussi d'être finalement un grand attaché de presse, un agent de communication finalement de ces candidats qui se servaient de moi pour buzzer, être repris dans des programmes, communiquer. Et puis je me servais aussi d'eux. C'était un petit peu donnant-donnant. La vidéo qui avait le plus de vues, c'est Amine Morito. Il y en a qui se souviennent? Oui. Nabila évidemment, Nabila dans le bain de Jérém Star il y a 10 ans. 6 millions de vues, donc évidemment Nabila à ce moment-là, c'était le buzz sidéral, hein. Donc l'avoir dans mon bain, évidemment, dans ma stratégie de com, c'était hyper intéressant. La stratégie suivante, ça a été de livrer mon quotidien 24 heures sur 24. À ce moment-là, Snapchat débarque. Snapchat, ne l'oublions pas, est quand même le premier réseau social à avoir créé le concept des stories. Quand même rendre à César ce qui appartient à César, hein. J'ai mis en scène ma vie, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Ça m'a permis directement de pouvoir murmurer à l'oreille des gens qui me suivaient à travers le téléphone. C'est-à-dire qu'en suivant ma vie sur le téléphone, je suis dans la chambre de la personne, dans son salon, dans son quotidien. Donc après, j'ai créé tout un tas de gimmicks sonores, vocaux, des expressions, des choses qui se sont complètement inscrites. Avoir des expressions clés auxquelles on puisse me rattacher. J'avais même créé une application qui répertoriait tous mes cris. Ça a été téléchargé 1 million de fois, cette application. Tous les gosses à l'époque cliquaient sur la Jérém Starbucks et lançaient des cris plus loufoques les uns que les autres, hein. En 2016, du coup, sans m'en rendre compte, je suis tombé sur un rapport qui est sorti à mon sujet sur Google, indiquant que j'étais la personnalité française la plus recherchée sur Google en France. C'est là que je me suis dit, non mais c'est un truc de dingue là, ces histoires de baignoires, ce blog, ces stories Snapchat. Je me rends pas compte que je suis connu, quoi. Je me dis juste, bon, ah oui, il y a des gens qui me suivent, mais pour moi, c'est du numérique. Jusqu'au moment où je vais m'en rendre compte avec une première apparition publique que je vais faire, qui va totalement transposer
le passage du monde digital au monde réel. Il y a 3000 personnes dans la rue qui hurlent, qui tombent dans les pommes, enfin une émeute à la Michael Jackson et je me dis non mais attendez, c'est pas possible. J'ai loupé quel épisode là? Il va falloir maintenant que de tout ça, je génère de l'argent et que de cette notoriété, j'en fasse quelque chose. Je crée donc ma société. 2018-2019, je commence à être contacté par rapport à tout ce buzz voilà, qui est généré. Personne ne voulait de moi au départ et finalement, tout le monde me contacte. Thierry Ardisson me propose d'intégrer son émission. Voilà, et là, c'est vraiment incroyable parce que je sors un peu de la télé-réalité pour m'intéresser à des problématiques de société, politique. Et je suis le premier de ce milieu à intégrer une émission, on va dire, sérieuse. Voilà. Et à ce moment-là, la naissance donc de l'influence, qui ne s'appelle pas l'influence, mais je m'en rends compte malgré moi. Je me retrouve donc dans mon quotidien à parler sur mes stories, je raconte ma vie, puis de temps en temps, j'achète un truc dans un magasin, je montre des produits de la vie courante, de la vie quotidienne, sans m'en rendre compte, parce que je n'ai aucune idée d'à quel point je peux être influent. Et là, je reçois des messages me disant « Tu as fait péter notre site, le site a planté ». Les personnes qui tenaient les entreprises dont j'avais montré les produits sur mes stories, se retrouvaient à enregistrer plein de ventes. On est tous influencés dans nos vies. On va voir, ne serait-ce que chez sa copine ou son ami, une paire de chaussures, un manteau, quelque chose qui va nous plaire. On va lui demander où il l'a acheté parce qu'on veut le même. Là, du coup, c'était pareil, mais je ne l'avais pas vraiment compris. Donc là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. C'est bien beau de parler de tout ça gratuitement. Mais si effectivement, il y a des entreprises qui gagnent de l'argent et que je fais péter leur site et que ça explose, écoute, je vais demander à ce qu'on me paye. Donc petit à petit, des marques ont commencé à faire appel à moi. J'étais pas du tout considéré comme influenceur, le mot n'existait pas, on n'en avait jamais entendu parler. Je me voyais vraiment plutôt comme une agence de com digitale à moi-même. C'est ce que je disais aux marques. Je disais, voilà, écoutez, dites-moi quel produit vous voulez promotionner, puis je vais vous proposer une idée rigolote. Ce qui est hyper important dans tout ce parcours, et je voulais vraiment vous le partager pour vous montrer que du gamin qui rêvait de gloire et en qui personne ne croyait, je suis devenu, sans le vouloir, journaliste, même si je n'ai pas fait d'école de journalisme parce que je me suis retrouvé à être rédacteur en chef et directeur de publication d'un site People, à écrire mes propres articles, à faire mes montages vidéo, à créer des contenus alors que j'avais jamais fait ça de ma vie, donc je suis devenu journaliste. Je suis également passé finalement à chef d'entreprise malgré moi et je suis devenu également, sans trop m'en rendre compte, agence de com digitale. L'essentiel, c'est quand même de croire en soi et de se dire qu'on peut réussir même sans aucune compétence. Sans avoir eu d'apprentissage complètement lié, on va dire, à ce secteur. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment les compétences humaines qu'on peut développer, même quand on pensait ne pas en être capable. On est forcément, quand on travaille sur Internet et les réseaux sociaux et le digital, exposé à un moment donné à des bad buzz. C'est comme ça que j'ai aussi appris sur le terrain et sur le tas à gérer une communication de crise. Au moment où tout cartonnait pour moi, j'ai vécu une grosse polémique, une campagne de dénigrement qui m'a d'ailleurs tout fait perdre. Je me suis retrouvé accusé sur les réseaux sociaux par des gens que je n'avais jamais vus de ma vie, de choses horribles, de pédophilie, de viol. Bienvenue dans un monde où tu peux balancer tout et n'importe quoi sur n'importe qui. Et comme les réseaux sociaux aujourd'hui relayent tout, ça prend très vite. Voilà. Tous les médias ont repris ça. Tout le monde vous lâche. Donc, toutes les marques, et je vous donnerai des cas précis des marques que j'ai aidé vraiment à lancer, à qui j'ai tout donné, qui vraiment étaient inconnus au bataillon et m'ont gagné des millions d'euros grâce à moi, m'ont lâché comme une merde quand j'ai eu mes problèmes. Voilà, tous mes contrats se sont arrêtés, plus personne ne voulait de moi. La télévision m'a éjecté comme un malpropre, j'ai perdu mon poste chez C8. Je suis passé de la personne que tout le monde voulait au pestiféré. Et c'est hyper important de maîtriser sa communication de crise. Parce qu'à ce moment-là, je me disais « Oh là 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 là, je suis en train de tout perdre. Que faire ?» Et je me suis beaucoup replié dans le silence. Et avec du recul aujourd'hui, je me rends compte qu'il aurait fallu parler beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite. Mais j'étais très naïf et je me disais que ne pas parler, ne pas communiquer, ce qui était pourtant l'essence même de mon métier, la communication, je me disais que si je le faisais, ça allait envenimer la situation, rajouter du buzz au buzz. Je me suis dit, laisse la justice régler les choses. Et au final, aujourd'hui, avec du recul, je peux vous garantir qu'après avoir dépensé 250 000 € en frais d'avocat dans mes multiples procédures pour avoir attaqué toutes les personnes qui m'ont lynché, détruit, j'aurais mieux fait de parler, de faire le scandale et le bordel sur les réseaux sociaux, parce qu'au moins, mon droit de réponse aurait été immédiat. D'où toute l'importance quand on est en communication de crise de très vite communiquer. J'ai vu plein de marques aussi qui ont eu des scandales. Par exemple, je sais plus, je crois que c'était le slip français. Je crois que c'était des employés, c'est ça, dans un cadre privé.
Ils avaient fait un blackface aussi, mais je crois qu'il y avait des histoires de slip. Enfin bon, bref. Le slip français est un exemple. Hein. C'est une marque qui est encore très populaire et qui, voilà, mais qui a pris un énorme coup en termes de réputation par rapport justement à cette polémique. Une communication de crise s'est installée. Il y a rapidement des communiqués de presse, des moyens de s'exprimer. Certains ou certaines seront peut-être en agence, chefs de projet ou vont peut-être voilà, driver des campagnes marketing et faire appel à des influenceurs. Si on vous écrit en vous disant, parce que ça arrive, on vous écrit en vous disant voilà, ne prenez pas cet influenceur, honte à vous, vous êtes vraiment une marque de merde. Ne cédez pas à ça parce que c'est condamner l'influenceur, c'est condamner la personne. Je pense à une maman qui était une influenceuse sur YouTube qui s'appelait Mavachou, une mère de famille qui s'est suicidée à cause du harcèlement, avec qui j'ai beaucoup discuté avant son décès. Elle a vécu justement ce lynchage auprès des marques, tout comme moi d'ailleurs. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? L'agence de com, la marque, elle apporte pour son image, sa réputation, donc elle préfère perdre son influenceur et annuler le contrat. Prenez bien le temps de bien mesurer l'impact que peut avoir le refus d'un contrat à quelqu'un si on vous écrit à votre agence en vous disant ne faites pas appel ou quoi. Vous êtes les seuls décisionnaires de votre positionnement et de votre choix. Et quand on prend un influenceur, on l'assume. Si on fait appel à lui, c'est qu'on connaît ses valeurs. C'est super facile hein, d'envoyer 50 mails alors que c'est une seule et même personne derrière. C'est hyper facile à faire. Et pourtant, les marques se disent « Oh là là, on va être dans la sauce, on va avoir un bad buzz », alors qu'en fait, c'est la même personne qui est derrière. Hein. Quels sont les noms d'agences que vous connaissez en termes d'influence ou d'influence marketing ou même d'agences de com en général, tout ça? Follow, c'est pas mal de youtubeurs, c'est ça, chez Follow? Serait de production, ça a plutôt une bonne image. Vous en pensez quoi de Shona Evans? Hein? Pas une bonne réputation? Vous pensez tout de suite à ça quand on vous dit Shona Evans? Arnaque, dropshipping, mauvaise réputation, ok. Bon voilà, il y a pas mal d'agences de com, effectivement. Donc, de toute façon, vous connaissez le fonctionnement. Hein, voilà. Ils ont des influenceurs qui intègrent leur agence et ils leur proposent des contrats. Moi, je n'ai jamais été en agence comme celle qu'on peut connaître. Hein. Moi, quand je travaille avec des marques ou que je veux vendre mes services, on va dire, de communication, tout simplement, je contacte moi-même les marques. Voilà. Donc, par rapport à des vraies habitudes, je vais identifier les marques qui composent mon quotidien et que j'utilise et je vais aller les contacter pour leur proposer de les mettre en avant dans un storytelling qui est déjà existant, puisque ce sont des marques que j'utilise déjà. Ça me permet d'être sûr et certain des produits que je présente, des marques avec lesquelles je bosse et surtout de savoir ce que j'ai envie de faire et de ne pas subir des placements qu'on m'imposerait. On ne verra jamais du dropshipping chez moi, on ne verra jamais, comment dire, dans ma story, il n'y aura pas 5 placements dans la journée. Les agences de marketing digital propres aux candidats télé-réalité, malheureusement, font de la quantité et non pas de la qualité et sont, selon moi, responsables aujourd'hui d'une dévalorisation du milieu parce que c'est à cause de certaines agences comme ça et de tous les produits de merde qui ont été donnés aux influenceurs qu'on a une vision négative aujourd'hui de l'influence en général et que le mot influenceur, on en a limite honte. Alors moi, quand on me sort, comme je vous disais au début, tu es influenceur, j'ai surtout pas envie que ça soit le métier qui me caractérise parce que c'est trop connoté à cause de ces agences qui ont mal fait le travail. Et ça sera tout l'enjeu aussi de ce cours. Comment peut-on, dans une stratégie commerciale et digitale, promouvoir quelque chose sans être mis dans la même case que tous ces gens qui ont fait de la merde? On voit les prix exorbitants que les influenceurs prennent. Ouais. Un influenceur, ça t'a apporté combien? Que je sais évidemment, hein, vu que je suis en bon contact avec beaucoup de marques, je sais ce que chaque influenceur coûte et ce que chaque influenceur rapporte. Ceux qu'on pense les plus bankable ne le sont pas forcément. Quels sont tout de suite les noms d'influenceurs qui vous viennent, sans vouloir forcément faire appel à eux, mais les noms d'influenceurs qui pour vous comptent dans le game? Léna Situation, qui d'autre? Squeezie, Nabila, voilà, je m'attendais à entendre Nabila. D'accord, alors, Léna Situation, effectivement, très intéressant ce cas-là, puisque Léna Situation est l'une des plus grosses influenceuses dans le secteur mode, et notamment mode de luxe. Hein. C'est d'ailleurs une qui convertit le plus en termes de vente de produits de luxe.
peut-être même plus que certaines célébrités ou acteurs internationaux ou américains ou compagnie, peut-être même plus que, je sais pas, George Clooney et son café ou je sais plus quoi là. Léna Situation, c'est assez incroyable parce qu'effectivement aujourd'hui, sur un créneau qui n'est pas facile, où les articles coûtent très cher, sur du sac de luxe, sur des marques, tout ça, Léna Situation arrive à vendre vraiment pas mal et à faire, je crois pour certaines marques, hein, d'après des études que j'avais lues, des records de vente sur un secteur pourtant auprès d'un jeune public qui n'a pas forcément les moyens de se payer du luxe. Donc ça, c'est vrai que ce cas est très intéressant. D'après vous, combien coûte, par exemple, une story de Nabila ? 200 000. Ah non, mais là, on est complètement à l'ouest. Qui a dit 200 000 ? Ça va pas, non ? Enchères. Ouais, c'est les enchères plus ou moins alors ? Oui, beaucoup moins. Les gros influenceurs, hein, très très connus, avec 2-3 millions d'abonnés, les gens qui ont fait plein de programmes télé, tout ça, on est plutôt sur la prise de parole sur du 2500, 3000 euros. Oui, c'est tout. Je sais que beaucoup pensent que c'est beaucoup plus. On n'est pas sur du 200 000 comme j'ai entendu. En revanche, réaction pertinente, étant donné que ce sont donc des influenceurs qui privilégient la quantité à la qualité, ça explique que leur prix de poste, évidemment, n'est pas si élevé qu'on pourrait le penser parce que la qualité, malheureusement, n'est pas là. Et même, j'ai envie de vous dire, ça s'écroule. Hein, vous l'avez peut-être vu, certains sont même obligés de reprendre les bookings en boîte de nuit. C'est hyper important d'avoir une vraie évaluation du coût des influenceurs parce qu'évidemment que si vous les écoutez dès le départ, les candidats TRT, par exemple, vont vous annoncer, ou les agences vont vous annoncer des prix exorbitants parce que déjà, l'agence va se prendre un bon pactole dans la poche. À votre avis, moi, je prends combien, tiens ? Alors, 2000, 7000 8000 Plus cher que Vous pouvez me vexer, hein, vous pouvez dire un prix bien plus bas. Ça se trouve, c'est vrai d'ailleurs, c'est beaucoup moins que ça. Ah ? Tout dépend de la marque aussi. Ouais, mais j'ai quand même un tarif de base. Franchement, c'est très très rare que je réduise mon tarif, sauf si vraiment c'est une petite nana qui a monté sa boîte seule, je vais faire un effort. Mais globalement, mon prix de base, quand on démarche et le prix que je veux vendre et que 80% des cas, je le vends à ce tarif-là, pour une prise de parole, donc j'ai entendu 2000, 5000, 8000, 12 000. C'est trop marrant d'entendre ça. Au-dessus de la ville. Donc le prix est de 10 000 euros. Voilà. J'arrive. Il y a plein de questions dès que ça parle de fric là. Attention, je ne me contente pas de faire un truc, on le verra après, je vous donnerai des vrais exemples de campagnes que j'ai montées. Pour 10 000 euros, évidemment, je ne suis pas dans ma chambre ou dans mon lit avec un écran, avec un flash, je suis en train de... Non, c'est beaucoup plus complet. Donc c'est vraiment... En fait, c'est mes réseaux sociaux à disposition de la marque toute une journée. Donc s'ils veulent m'envoyer à tel endroit pour illustrer ou faire créer une action, mise à disposition de mes stories. La notoriété, le nombre d'abonnés ne veut rien dire parce que je peux avoir 3-4 fois moins d'abonnés et vendre beaucoup plus et me vendre beaucoup plus aussi. Et c'est voilà. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a énormément d'abonnés, il faut vraiment bien évaluer entre ce qu'on voit et ce que c'est réellement en termes de retour. Et ça s'explique évidemment par la multiplication que ces candidats font. Donc du coup, ça divise l'attention. Les gens quittent les stories, il y en a trop, donc ils vendent moins. Comme je vous le dis, je fais que 3 ou 4 collabs par mois, grand max. Et surtout, quand je vends une story, une prise de parole ou quoi, il n'y a qu'une seule marque dans la journée. Bon, bah, vous pouvez aller en pause. C'est l'intercours, je vais distribuer les documents. J'ai l'impression vraiment d'être instituteur, c'est trop marrant. Ouais, t'as eu des échos toi ? Parce que là c'est la pause. J'ai eu des échos, écoute, ils sont très agréablement surpris. C'est concret, c'est vivant. Je pense que ça va beaucoup leur apporter. La façon dont il aborde les choses sans tabou, en nous disant vraiment cash, en nous parlant des prix, etc. Parce que souvent on peut trouver sur Internet une estimation des prix, des cachets que prennent les influenceurs ou les créateurs de contenu. C'est super intéressant d'avoir vraiment une personne qui pose des mots sur le tarif qui est fixé, etc. Dans les métiers de la communication, on a vraiment besoin de connaître ce qui se passe dans la vie réelle, en fait. Jérém Star, en tant que prof, c'est quelqu'un qu'on écoute en vrai. Il a su trouver les mots et parler cash. Un cours très intéressant, une bonne énergie, on sent qu'il vit ce qu'il raconte et il a envie de transmettre. J'ai ressenti cette envie de transmettre. Très captivant pour ma part et beaucoup de cas à apprendre d'une personne qui est en plein dans le cœur du sujet. Je connaissais mon prof comme influenceur sur les réseaux sociaux et là je le vois d'un autre côté, le côté d'enseignement. C'est deux personnes différentes. Moi j'ai 2 classes l'année prochaine. Ah non mais je suis hyper à l'aise là, ça y est.
J'ai 2 cas, J'adore. On essaiera peut-être d'en faire une sur le premier semestre. Du coup, je vais vous donner 3 cas précis sur lesquels on va s'attarder un petit peu et auxquels on va s'intéresser. 3 cas précis de marques avec lesquels j'ai travaillé et surtout à qui j'ai proposé donc des stratégies et des plans de communication. On va commencer par Uber. Aujourd'hui, les VTC font partie de notre quotidien avec l'ubérisation du monde. Pourtant, il y a moins de 10 ans, personne n'utilisait Uber. Moi, quand je commence à travailler avec Uber, donc en 2016, aucun influenceur déjà n'existe tout court, mais jamais aucune célébrité ou qui que ce soit sur les réseaux sociaux n'a travaillé avec Uber. Je suis le très bon créneau pour driver une clientèle, on va dire, jeune, qui sort le week-end, qui va au restaurant, qui va boire des verres. Voilà. Donc, on met en place évidemment un code promo. Je crois que c'est le premier code promo de ma vie. Aujourd'hui, code promo limite, ça fait peur quand on l'entend, on se dit oh putain. Mais à l'époque, le code promo, c'est tout nouveau. Donc, on me propose un code promo. 20 € sur la première course Uber. C'est révolutionnaire à l'époque, c'est incroyable. On peut rentrer gratuitement de soirée à Paris avec les 20 € offerts. Stratégiquement, et ça va s'appliquer vraiment à plein d'autres stratégies que je vais adopter avec d'autres marques et que j'adopte encore aujourd'hui, le code promo doit être hyper simple. Je choisis tout simplement que ce soit un code promo qui porte mon nom. C'est-à-dire comme ça, si la personne ne se rappelle plus du code promo, ne sait plus, hop, c'est stratégie d'identification immédiate. Le mot GRM Star, le code promo en fait, GRM Star Uber, devient limite un nom commun en soirée. C'est-à-dire que tout le monde se partage et se donne le bon plan en soirée. Tu rentres comment? Je rentre en code GRM Star. J'ai l'idée à ce moment-là d'organiser un grand casting géant de chauffeurs Uber que je vais évaluer, noter et que le public va élire. Pendant à peu près un an et demi, je vais faire régulièrement donc des grandes sessions de casting de chauffeurs Uber. Retransmis en direct sur mes réseaux sociaux, sur Snapchat, s'arrêter en plein milieu d'une autoroute pour changer une roue, me fournir en Kinder Bueno à l'arrière du véhicule, faire des pompes torse nu dans un parc, vraiment tout et n'importe quoi pour que le spectateur soit amusé. Et la stratégie là, évidemment, est de détourner le côté publicitaire pour orienter le téléspectateur vers un contenu divertissant et vers une vraie histoire, des aventures. Moi, évidemment, j'ai ma petite grille de notation. Je note les chauffeurs sur des critères. Et c'est ensuite les 2 chauffeurs qui ont eu les meilleures notes de ma part qui sont soumis au vote du public. Faire s'attacher donc les gens, mon public, tout ça, aux chauffeurs et aux profils qu'ils vont voir, un petit peu comme une émission de télé-réalité où on a nos favoris, tout ça, et humaniser l'entreprise. Ça va être hyper important puisque jusqu'à présent, on ne connaît pas Uber. Donc, ce qui va être hyper important, c'est d'apporter des vrais visages humains pour qu'on se dise, mais c'est quoi Uber concrètement? Qui sont les chauffeurs? Qui sont les personnes qui conduisent ces véhicules? On peut tomber sur qui? Le nombre d'utilisateurs avec mon code promo est multiplié par 10. Donc, il y a un vrai impact sur cette histoire qui a été créée. Donc, 10 fois plus d'utilisateurs. Je suis le rapporteur d'affaires numéro 1 d'Europe avec 8500 nouveaux clients par mois. Donc, 8500 nouveaux clients par mois, ça représente à peu près en 2 ans 200 000 nouveaux clients uniques que j'ai apportés à Uber. Je vous ai mis sur la plateforme où vous avez donc les ressources à étudier à distance, un article de BFM. Et d'ailleurs, le titre de l'article de BFM est pas mal. Comment Uber utilise GRM Star pour draguer la clientèle de Hitch. Donc, comment en fait, finalement, même sans m'en rendre compte, j'ai réussi à récupérer toute la clientèle de Hitch pour la basculer chez Uber. Je vais prendre un second exemple. My Jolly Candle. Vous connaissez ou pas cette marque? Alors, My Jolly Candle, pour expliquer, donc c'est un concept de bougie bijou. Quand la bougie est fondue, on trouve un bijou à l'intérieur. Pour eux, pareil, ils sont dans un contexte où ils n'ont jamais fait appel à qui que ce soit pour promouvoir leurs produits. L'influence, encore une fois, n'existe pas. Le site pète. Donc, tout en panique, le patron me dit là, on ne peut plus vendre là parce que le site a planté, il y a trop de connexions. Parce qu'évidemment, je ne m'étais pas contenté de montrer juste la bougie. J'avais fait tout un truc un peu humoristique où j'avais mangé la bougie à la cuillère, ça avait fait rire tout le monde. Je leur ai proposé un contrat, non pas en one shot, mais un contrat cette fois-ci à l'année. Donc du coup, ce contrat 12 OP plus à chaque fois un rappel par mois, je leur propose également l'insertion d'un générique avec leur marque au début de mes interviews baignoires et je leur propose en plus de ça la présence de leur bougie sur le rebord de ma baignoire pendant que je fais les interviews. Salut les vermines, je suis de retour dans cette sublime baignoire accompagnée d'une sublime créature, Maddy.
Donc là, on voit les bougies sur le devant. Donc là, là. Ouh là là, tu sais que tu vas te faire passer un sacré savon par la production. Alors, m'a dit, je sais plus combien ça a fait, ça a dû faire 2 millions de vues. Voilà, donc 2 millions de personnes qui ont vu les bougies. J'obtiens ma propre collection au sein de cette marque, donc encore plus facile de vendre des bougies puisque j'ai la mienne et que les gens qui me suivent et qui m'adorent vont acheter évidemment ma bougie. Je fais quelque chose d'un peu de choc de trash. Je propose de faire pour vendre les bougies une OP spéciale veillée funéraire de candidats de télé-réalité morts dans le film. Donc en fait, j'imprime toutes les têtes des gens qui qui se comportent mal à l'écran, qui harcèlent les autres, qui insultent les gens, et qui selon moi sont morts dans le film. Et je vais les mettre en fait au sol avec des bougies autour d'eux. Et puis je fais une cérémonie religieuse, voilà, avec mes bougies et les candidats de télé-réalité morts dans le film. Et puis en fait, à un moment donné, le succès de ces bougies est tel, carrément, il va y avoir l'ouverture d'une boutique physique. Et troisième cas très important, qui pour le coup est une marque avec laquelle je travaille encore aujourd'hui. Et qui est une marque coup de cœur avec qui je construis une vraie histoire depuis 5 ans, c'est la marque Cheers. Tout le monde connaît Cheers? Alors pareil, au moment où je commence à travailler avec eux, c'est pas forcément ultra connu. Donc Cheers, c'est un service d'impression photo. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut imprimer donc des photos, des magnettes, des cadres. C'est toute l'impression, des photos, des souvenirs. À ce moment-là, la personne qui est responsable de l'influence, tout ça, est en congé maternité. Donc du coup, il y a quelqu'un qui la remplace. Elle a réussi à imposer ce contrat à la marque Cheers. Et pire encore, elle a réussi surtout à le faire valider alors que je sortais de polémique. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, personne ne voulait travailler avec moi. J'étais en pleine polémique, j'ai été lynché de toutes parts. Et c'est très important, et c'est aussi le côté humain qu'on peut développer dans certaines collaborations avec des marques, tout ça. Il y a une vraie relation qui s'est créée puisque Cheers, et je leur serai reconnaissant vraiment très longtemps, a été la première marque à prendre position et à me réhabiliter et à assumer le fait de travailler avec quelqu'un qui était dans la sauce et que tout le monde, sur qui tout le monde jetait des tomates, quoi. Cheers a assumé son choix et a dit on travaille avec lui et on l'assume, on sait qu'il est innocent, on sait qu'il n'a rien fait et nous, go, on y va, on signe un contrat d'1 an. Mon retour commercial, donc première nouvelle collab, première communication sur le fait qu'une marque me fait confiance. Tous les employés qui me font la hola, quoi. Enfin, c'est presque ça, avec un tapis rouge. Tu sais, c'est vraiment la renaissance, la résurrection. Le PDG de l'entreprise. Du coup, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce contrat, il y avait tout le monde. Cotillon, champagne, discours de bienvenue dans l'entreprise. Je suis très ému de ce qu'ils ont fait. C'est pas tout le monde dans le milieu de l'entrepreneuriat, du business, tout ça, qui prend le risque peut-être de se mouiller et qui assume ses choix et ses positions. Je suis encore en collab avec Cheers, ça fait depuis 5 ans, donc c'est une marque avec qui je construis vraiment une histoire dans le temps. Autre exemple d'OP très intéressante dans le côté culot, que j'aurais jamais pensé faire, mais que finalement j'ai faite. C'était très récemment, j'ai fait une opération pour la fête des mères. Alors, fête des mères, on s'attend à quoi? Un truc, des fleurs, un truc un peu gentillet. Ah ben moi, j'ai fait fort, je suis partie dans une station de nettoyage intestinal faire un lavement anal. Voilà, alors oui, dit comme ça, c'est très particulier. En fait, c'est très simple. On m'a demandé quels étaient les souvenirs que m'évoquait par exemple des moments avec ma mère. Donc moi je me rappelle que quand j'étais petit, ma mère partait dans une station parce que dans la famille il y a un terrain familial de cancer colorectal, tout ça, ma grand-mère, arrière-grand-mère, tout ça. Donc ma mère en prévention faisait des cures en fait dans une station thermale. En rigolant, je dis ça à Cheers, je leur dis moi le seul souvenir de vacances que je me souviens avec ma mère, c'est que je me coltinais les stations thermales et les cures pour les intestins. Donc franchement, si j'ai un souvenir, ça serait celui-ci. Je dis, et pourquoi pas, on partirait pas là-bas? Est-ce que ça serait pas hyper marrant de retourner 12-13 ans après, quand j'étais gosse, de me rappeler des souvenirs avec ma mère dans un endroit où j'ai beaucoup ri malgré tout? Voici donc le visuel qui en a découlé de cette opération très spéciale. Et comme quoi il faut oser dans la com. Opération Christophe Colomb. Voilà. Cheers présente l'opération Christophe Colomb, la découverte d'un nouveau monde avec un nouveau colon. Ça paraît hyper lunaire, c'était hyper osé parce que évidemment dans le storytelling sur place, pour le coup j'ai vraiment osé le truc et j'ai été vraiment très très loin. Autant chez certaines marques ça pourrait vraiment ne pas passer.
Autant, Dieu merci, Cheers est une marque ouverte d'esprit, de jeunes et surtout, comment dire, qui ose. Quand je me retrouve là-bas dans cette station thermale, je me balade dans les couloirs et je tombe sur une cabine où c'était écrit en gros « pulvérisation anale ». Alors je me dis non mais il faut absolument que j'exploite ce truc, c'est hilarant. Ce qui de base paraît peut-être glauque et trash m'a permis après d'avoir une vraie prise de parole sur la prévention du cancer colorectal, le fait de parler de la maladie de Crohn. Énormément de gens m'ont écrit en me disant merci beaucoup d'en avoir parlé parce que personne n'en parle et tu as réussi à traiter un sujet un peu voilà, glauque et trash avec énormément d'humour et très décomplexé. Et ce qui fait que finalement Cheers a aussi été porteur de ce message sur voilà, la prévention et la détection du cancer colorectal. Moi j'aime ça la provoque en fait, surtout dans la communication et le marketing. Si je retiens une chose, c'est qu'il faut oser, surtout dans ce domaine où il faut savoir se démarquer. Et les stratégies et le storytelling que Jérém Star fait avec les marques, je trouve ça super intéressant. C'est un des seuls, un des premiers, un des précurseurs sur ce type de contenu digital et publicitaire. Et dernier point très important qui est selon moi une stratégie très importante et que je pense, en tout cas je ne l'ai jamais vu ailleurs, mais le seul à avoir développé dès le départ, c'est chez chaque marque de trouver une personne qui va représenter la marque et qu'elle devienne un personnage de mes stories. Donc chez Cheers, cette fameuse personne dont je vous parlais qui était en remplacement de congé maternité, normalement seulement pour 2 mois, j'en ai tellement fait un personnage dans mes stories, puis d'ailleurs c'est devenu une amie. Je l'ai renommée d'ailleurs la Belette, c'est son nom de personnage. Tout le monde, toutes les personnes qui me suivent connaissent la Belette aujourd'hui. C'est devenu un personnage auquel évidemment les gens s'attachent. Et le fait comme ça de mettre un visage sur une marque, c'est toujours pareil, ça va humaniser la marque. Les gens se disent « Oh, elle est sympa cette Belette ». Bah ouais, elle représente Cheers et c'est clairement une communication. Et à chaque fois que je la vois, c'est Cheers en fait qui est placée dans mes stories à chaque fois qu'elle apparaît. Et c'est hyper important et très très important et je le fais avec beaucoup de marques. J'essaye d'avoir à chaque fois un référent dans une marque pour pouvoir vivre mes délires avec cette personne, créer du contenu et qu'elle représente la marque. Je vais vous diffuser quelques vidéos rapides, par exemple d'une OP avec Brossard. Pareil, ça peut peut-être en inspirer certains. Et alors, ça fait combien de temps que tu travailles dans cette entreprise? Ça fait déjà 2 ans. La chance, ça veut dire que tu manges du brownie tous les jours. Ah mais c'est pas possible, on est sans arrêt interrompu. Arrêtez, je suis en pleine interview. Donc là, on a vraiment un exemple voilà, de contenu original, autre chose que voilà, la dégustation d'un gâteau en story. Ma baignoire, qui est vraiment ma marque de fabrique, qui me restera collée à la peau toute ma vie, de toute façon, mais était vraiment quelque chose que les marques avaient beaucoup envie d'utiliser dans leur communication. Et donc là, on l'a vu. Autre exemple où on a utilisé ma baignoire, une campagne qui a été faite avec la marque Oasis. Est-ce que tu peux nous parler de la toute première story réalité qui débarque sur Snapchat, les fruits à Ibiza Ananas? Je prends un dernier sèche-fruits pour mon compte Instagram et Est-ce qu'on peut arrêter là? Non mais je hurle, les personnes telles-là qu'elles se prennent déjà pour la reine d'Angleterre. Escroc! Ok, je t'explique. 5 fruits qui veulent réaliser leur rêve sur une île paradisiaque. Le kiwi, quoi. Et à Ibiza Ananas. Encore une manière assez originale de raconter une histoire, de mettre un truc en scène, complètement relié à mon concept. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des marques qui ont fait appel à moi. J'ai aussi eu la surprise un jour d'être contacté par la production d'Enrique Iglesias qui devait faire du remplissage à Bercy. C'était un peu dur apparemment. Et comme nous sommes dans un monde où, c'est vrai, l'affichage marche quand même moins aujourd'hui que les réseaux sociaux, le digital, tout ça, les campagnes d'affichage d'Enrique Iglesias, c'était pas la folie dans le métro. En tout cas, ça ne remplissait pas assez Bercy. Donc, on m'a demandé ce que je pouvais proposer. Donc, je suis parti lui rendre visite à Londres. Vous verrez la vidéo. Le but, c'était d'intégrer sa loge en cachette et d'aller fouiller dans ses affaires. Donc, je m'étais déguisé en femme de ménage pour faire croire que j'étais une femme de ménage. Il tombe sur moi par hasard. Finalement, il décide de m'offrir pour mes fans des invitations à Paris. Donc, le concours est lancé, tout ça. Plus l'action et l'OP, la campagne digitale va être originale, décalée, plus vous allez raconter un storytelling, plus évidemment elle va fonctionner. Le cours, il était super intéressant. Et moi qui suis dans un master en communication digitale et social media, c'est un cours primordial. Je pense qu'il est en parfaite adéquation avec ce cours. Moi, j'ai trouvé justement que ce cours, il était très pratique. Justement, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'avoir des cours très théoriques. J'aurais préféré peut-être l'avoir même avant,
au tout début du cursus. On comprend la réalité du terrain. On a pu voir des campagnes réalisées avec de vraies entreprises. Influencer et créer du contenu, c'est gagner de l'argent, oui, mais c'est aussi être très créatif. Il y a derrière toute une stratégie de com. C'est une chance de recevoir quelqu'un comme Jérém Star. C'est totalement cohérent avec notre formation. Ça nous donne l'opportunité de voir ce qui se passe dans les coulisses. Moi, ce qui m'a touchée, c'était le contact humain, si je puis dire, de la personne qu'il est lui. J'ai été agréablement surpris sur ce qu'il nous a enseigné et l'histoire qu'il nous a racontée. Jérém Star a su rebondir après toutes ces polémiques et à revenir dans le monde du social media. Je me suis pas du tout ennuyé pendant son cours, bien au contraire. J'ai hâte de la suite des cours, de savoir le fait d'avoir une soutenance, de savoir comment on va être évalué, d'avoir des retours de la part de quelqu'un qui est vraiment concrètement dans le secteur et hâte de savoir ce que ça va m'apporter dans mon travail de tous les jours et je pense que ça a vraiment fait grandir ma créativité. Le premier cours s'est extrêmement bien passé, les étudiants sont sortis ravis, souriants. C'est un excellent pédagogue. Il a la légitimité, il a l'histoire, il a l'expérience et c'est ce qu'on attend pour nos étudiants. C'est quelqu'un qui a une expérience, qui va pouvoir partager et qui peut être débattu avec nos étudiants. Et pour son premier cours, je pense que c'est exactement ce qu'il a réussi à faire. Merci beaucoup à Jérém Star, nous on est super contents. Alors Jérémy, ce premier cours en tant que professeur. Bah écoute, ça s'est hyper bien passé, je suis hyper content et fier de l'avoir fait. C'est passé hyper vite, j'ai même pas eu le temps de faire tout le programme que j'avais prévu. Et voilà, mon grand étonnement, j'ai senti des élèves très captivés, inspirés, qui prenaient des notes. Enfin, c'est assez dingue de me voir dans une position comme ça de prof. Les feedbacks m'amusent parce que beaucoup d'a priori finalement au départ. Et puis là, que des super, c'est génial, c'est ce qu'il nous faut. C'est vrai. C'est inspirant. Qui mieux que toi pour expliquer comment casser des codes? Je t'ai senti à fond, vraiment. Là, je t'ai senti dedans. Les étudiants captifs, tu sais, une quarantaine d'étudiants comme ça. Et c'est dur pendant 4 heures. Quand tu les captives pas, tu le vois et ça peut être un enfer, ouais. Vraiment. Ouais. C'était vraiment incroyable. Je suis hyper heureux parce que c'est encore un nouveau projet qui se concrétise. Les étudiants étaient hyper vraiment concentrés, hyper bienveillants, c'était super. J'ai adoré cet exercice. Jérém Star professeur, ce n'est que le début.